Du changement à venir sur PayPal, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en se concentrant donc sur les éléments quantitatifs et les derniers éléments qui ont pu paraître sur PayPal. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Je suis tombé sur un article qui me parlait donc la baisse inédite du nombre d'utilisateurs actifs sur PayPal, 7 millions en moins de 9 mois. Donc selon des données présentées par altindex.com, PayPal aurait perdu 7 millions d'utilisateurs actifs au cours des 9 derniers mois de l'année. Donc ça c'était quelque chose sur lesquels on avait déjà parlé durant les précédentes vidéos sur PayPal. Je vous invite à les regarder, elles sont juste en haut à droite de l'écran. Les plus importants acteurs américains de paiement numérique et donc la 5e option de paiement la plus acceptée après toutes les principales cartes de crédit a connu jusqu'à là une année solide. Les revenus sur les 9 derniers mois du service de paiement en ligne ont augmenté de 1,6 milliard sur un an et le volume total des paiements a augmenté de 12% sur un an. Mais le nombre d'utilisateurs de PayPal a chuté, donc selon cet index, PayPal a perdu plus de 7 millions d'utilisateurs actifs au cours des 9 derniers mois de l'année, ce qui représente la plus forte baisse de l'histoire de la plateforme. Donc là on voit ici, fin 2019, elle comptait environ 305 millions d'utilisateurs actifs après le Covid-19, ce qui a déclenché une forte augmentation des paiements en ligne, et le nombre d'utilisateurs a bondi de 40% atteignant les 426 millions d'utilisateurs. Donc la tendance positive s'est poursuivie tout au long de l'année 2022, atteignant un record de 435 millions d'utilisateurs, mais rien ne va plus depuis cette année avec une baisse jamais vue d'à peu près 7 à 9 millions d'utilisateurs, et donc là on le voit, premier trimestre elle avait perdu 2 millions, la tendance se poursuit en avril et juin avec 2 millions de personnes supplémentaires désactivant leur compte, et au troisième trimestre de l'année, PayPal a perdu 3 millions d'utilisateurs, portant la plus forte baisse totale donc sur 9 mois à 7, agissant de la plus grande baisse d'utilisateurs jamais vue chez PayPal. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est comparer ça avec le nombre d'utilisateurs présents sur à peu près d'autres systèmes de paiement, Worldline, etc., Apple Pay, Google Pay, etc. Donc là ici on le voit là, en France PayPal est le numéro 1 du paiement en ligne, 85% des utilisateurs des services de paiement en ligne, loin devant Apple Pay, Google Pay et Amazon Pay, 15% respectivement, puis le service français du paiement instantané Paylib, 14%. Donc aujourd'hui, on a des suiveurs, et les suiveurs qui sont-ils? Ce sont quand même Apple, Google et Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont le plus de liquidité et le plus de moyens techniques pour pouvoir aller concurrencer PayPal. Aujourd'hui, ils ont 85% du marché des utilisateurs de services de paiement en ligne, en France en tout cas. Maintenant, est-ce que la question à laquelle on pouvait se poser, c'était si le nombre d'utilisateurs diminue, est-ce que le volume de paiement va diminuer avec? Là ici, on a la réponse. Malgré la perte de 7 millions d'utilisateurs, le volume total des paiements a bondi de 12% sur une année à l'autre, montrant que ceux qui conservent leur compte ont continué à utiliser davantage le service qu'auparavant, même si on a des baisses de consommation chez les ménages. C'est-à-dire que après, est-ce que ces informations sont françaises, est-ce que ces informations sont worldwide, etc. C'est assez différent, étant donné que vous savez que la consommation aux États-Unis n'a rien à voir avec la consommation en France et encore moins en Chine. Maintenant, à vous d'aller regarder ça plus loin. On sait d'ailleurs que PayPal de toute façon n'est pas présent en Chine parce que là-bas c'est WeChat pour pouvoir payer. Ça on le sait déjà. Maintenant, on sait que voilà, on a eu énormément de rétrogradation par rapport aux autres investisseurs particuliers et donc aux institutionnels. Donc ça nous intéresse pas forcément. Ils nous réduisent nos prévisions de croissance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous dit le nouveau PDG de cette entreprise. Donc ça ici, on l'a vu. Le nouveau directeur général de PayPal, Alex Chriss, accélère les mises à jour contre la concurrence. Donc la concurrence, vous l'avez vu, ce sont quand même les GAFAM, hein, c'est-à-dire des énormes concurrents. S'intéresser à Alex Chriss pour savoir donc qui est cette personne-là. Donc elle est là depuis donc le 15 août, président et CEO de PayPal. Donc qu'est-ce qu'a pu faire cette personne? On va essayer de le regarder ici. Donc il est là depuis 2 decades, donc ça fait quand même 20 ans qu'il est dans ce genre de business. Et donc voilà, donc là on voit ici, a passé plus de 20 ans à exploiter la puissance technologique pour aider les particuliers et les petites entreprises à relever les plus grands défis financiers. Après avoir fondé et vendu de succès 2 startups et dirigé une division de croissance rapide de la société logiciel financier Intuit, donc c'est une entreprise, il s'est engagé à aider les clients à être plus compétitifs et à prospérer dans un monde qui évolue rapidement. En tant que président-directeur général de PayPal, Alex procède sa grande expertise en matière de direction d'entreprise à forte croissance, sa stratégie de produits à l'échelle mondiale et d'innovation axée sur le client. Maintenant, on sait que PayPal est une entreprise assez peu basée sur le client, étant donné que le client va devoir payer des frais assez important, sachant que bon, de toute façon, quand vous payez avec PayPal, etc., tout ça va à Visa en plus, donc potentiellement, si vous voulez investir sur le paiement en ligne, allez un petit peu plus vous intéresser à Visa qu'à PayPal, même si aujourd'hui on est à peu près sur 18% de PER, ça veut dire que vous vous attendrez à peu près à un 7 voire un 8% de croissance par an. On voit que ça avait l'air d'être un petit peu plus important. On va aller regarder ici les statistiques. En termes de ratio court-bénéfice, on était quand même sur des ratios extrêmement importants. On a un total d'actifs qui monte et qui diminue
de manière assez substantielle, on n'a pas du tout de dette, donc c'est une entreprise qui aujourd'hui peut assez pivoter dans le monde. On a un revenu total qui continue d'augmenter, mais qui donc augmente de manière quand même plus faible, même si là depuis que le directeur est arrivé, donc on a eu ici un revenu qui augmentait, on a des dépenses d'exploitation qui diminuent, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important. On a des revenus hors exploitation qui sont positifs, étant donné qu'on a sûrement des participations minoritaires à ce niveau-là, investissement à long terme. On voit quand même que ça a diminué, c'est-à-dire qu'on a dû avoir ici des entreprises donc, qui ont dû soit faire faillite, soit potentiellement on a revendu des participations, etc. C'est pas forcément extrêmement intéressant. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va avoir de plus en plus d'investissement pour cette entreprise. Là, par contre, ici, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé là à ce niveau-là. Fonds provenant des opérations, revenus nets, etc. Voilà, élément hors trésorerie, moins 741 millions. Et évolution du fonds de roulement. On a variation des autres actifs et passifs. Donc ça, je ne sais pas, est-ce que c'est un tricks comptable, etc. Je ne sais pas non plus. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en free cash flow, ça a complètement diminué. On voit qu'on a à peu près entre 10 et 15% de marge nette. Voilà, on le voit ici. En fait, vous le voyez à peu près sur le free cash flow par rapport au... comment ça s'appelle? Donc si on a 1 milliard de free cash flow, à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires, vous êtes entre 10 et 15% à peu près en revenu net, ce sont des mathématiques. Voilà, donc est-ce qu'elle va investir énormément dans sa croissance? Les dépenses d'immobilisation ne bougent pas de manière exceptionnelle. Est-ce qu'on a des achats et de ventes de placement, des achats et ventes d'entreprise? On n'a pratiquement rien, en tout cas en achat, vente de placement, on doit sûrement avoir, voilà, on a des ventes et des achats de biens, c'est pas forcément extrêmement important. Maintenant, nous, ce qu'on peut savoir, c'est d'aller écouter les conférences call et surtout d'aller savoir si PayPal, oui ou non, va pouvoir relever ce défi. Même si on sait, donc, avec la forte baisse qu'il y avait donc pu avoir à ce niveau-là, et donc ensuite, on avait continué cette baisse, même si on avait eu quand même des légers rebonds. Ici, on est descendu jusqu'à 50$, et donc on a eu un rebond jusqu'à 61$. Donc ça, c'est le rebond que tout le monde a connu à peu près en novembre. Voilà, c'est-à-dire que sinon, si on n'avait pas eu ce rallye boursier, peut-être qu'aujourd'hui, PayPal se paierait quand même un petit peu moins cher. Si vous l'avez acheté quand même à 15 fois les bénéfices, je vous conseillerais quand même d'un minimum conserver votre position et surtout d'aller écouter vos rapports et vos conférences call. Est-ce que c'est une entreprise qui va pouvoir augmenter ses marges? Est-ce que c'est une entreprise qui va pouvoir continuer à faire du chiffre? Parce que c'est surtout là où ça va nous intéresser. On sait qu'on a des bonnes marges, on sait qu'on prend énormément de frais sur les acheteurs, on sait qu'on prend aussi des frais sur les vendeurs. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que oui ou non, notre base de clients va continuer d'augmenter. On sait qu'on a vu un certain ralentissement, on avait parlé de ça dans les premières vidéos, maintenant on voit que ce ralentissement est chiffré, c'est-à-dire qu'on voit une vraie baisse. Par contre, on voit en termes de volume assez peu de baisse, en tout cas sur les clients. Maintenant, il faut savoir si est-ce que ça va pouvoir être toujours tenable, ou est-ce que ça vient surtout des États-Unis et que à d'autres endroits, on va avoir des baisses, etc. Est-ce que les gens vont beaucoup plus utiliser Google Pay, Apple Pay? Je sais qu'en tout cas, à titre personnel, si j'ai le choix entre utiliser PayPal ou utiliser Google Pay par des entreprises qui me permettent, c'est-à-dire que moi, quand je vais aller chercher des places de concert, quand je vais aller chercher des articles de musique, etc., à ce niveau-là, je vais pouvoir payer avec Google Pay ou je vais pouvoir payer avec Apple Pay. Donc à ce niveau-là, PayPal va peut-être être retiré du marché étant donné qu'elle me ponctionne des frais. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.